Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 56 minutes synthèse, le résumé de l'actualité de Télésignal. Les faits marquants de l'actualité, commémoration ce 12 janvier du 6e anniversaire du séisme dévastateur de janvier 2010 en Haïti. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au mémorial de Saint-Christophe à Titanien en hommage aux victimes de la catastrophe. 92 nouveaux députés faisant partie de la 50e législature sont entrés en fonction ce 10 janvier 2016. 14 sénateurs ont prêté serment. Le 11, l'Assemblée des sénateurs a élu un nouveau bureau présidé par Jocelyn Privert. Au sommaire également, Haïti accueille les 18 et 19 janvier 2016 la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États des Caraïbes. Les discussions permettront de prendre des mesures de renforcement pour la protection et la préservation de la mer des Caraïbes. Dans l'actualité également, la fièvre Zika est bien présente en Haïti. 5 cas testés au laboratoire se révèlent positifs. Le ministère de la Santé publique recommande l'application des mêmes mesures de prévention que celles du chikungunya. Toujours dans l'actualité, baisse des prix de l'essence à la pompe sur le marché local. 6 gourdes ont été déduites du prix de la gasoline et 8 gourdes des prix du gazoil et du kérosène, annonce mercredi le gouvernement via les ministères de l'économie et du commerce. À l'étranger, ultime discours mardi 12 janvier du président américain Barack Obama devant le Congrès américain. Il a axé son intervention sur les enjeux mondiaux, notamment les turbulences économiques et la menace du groupe État islamique. Voilà pour les titres. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse. Nous l'avions annoncé en titre à l'occasion de la commémoration des 6 ans du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ce mardi, le président de la République, accompagné de plusieurs hauts dignitaires de l'État, s'est rendu à Saint-Christophe dans la zone de Titanien où les cadavres des victimes du séisme du 12 janvier 2010 ont été enterrés. Un mémorial réalisé en hommage des disparus de la catastrophe a été inauguré. L'occasion pour le président Martelly de déclarer que ce 12 janvier 2016 est une date de réflexion. Il a par ailleurs mis l'accent sur l'importance que les fils du pays se mettent ensemble en vue d'offrir le pays un lendemain meilleur à la nation. Le président Martelly était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seiti. Nous déclaré une de réflexion pour nous songer que dimension sacrée nous avons participé là-dedans, nous avons amplifié par le fait que nous n'avons pas bien construit, nous n'avons pas bien préparé, nous n'avons pas bien mis les gens en sécurité à travers les modes de construction pour que nous éviter toute catastrophe. Donc c'est un moyen aujourd'hui pour nous dire que nous avons fait mieux, pour nous rentrer dans nous-mêmes, pour nous dire que nous avons fait mieux à tous les niveaux, pas dans la reconstruction seulement, dans l'attitude. Nous avons priorisé l'intérêt Haïti par rapport à l'intérêt personnel. Ce n'est pas une question de pouvoir seulement, c'est une question de qui soit là, qui plan gain. Est-ce que c'est Haïti pour en premier? Donc c'est une opportunité pour nous venir là et nous tête ensemble encore. Je dois dire que moi-même personnellement, je n'ai pas perdu une famille, mais nous sommes famille en Haïti, nous sommes peuple, nous sommes une famille. Donc tout le monde qui a une famille que nous perdu, donc nous venons l'esprit tête ensemble. Et c'est la même tête ensemble pour nous construire, pour nous passer à l'autre, pour nous supporter l'autre. Parce que nous avons tendance à quitter la reconstruction à Haïti ou bien à l'île Haïti, à un président, un premier ministre ou bien à une organisation non gouvernementale.
À l'occasion du 6e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, l'ambassadeur américain accrédité dans le pays a diffusé un message de sympathie aux familles haïtiennes affectées par le drame. Peter Molwin a salué la bravoure des Haïtiens qui se sont montrés solidaires après la catastrophe. Un extrait de son message. Honneur, respect, peuple haïtien. Demain marquera le 6e anniversaire du terrible tremblement de terre qui a dévasté Haïti. Il a enlevé des êtres chers, laissé des cicatrices qui ne guériront jamais. Mais quelque part, à travers des tragiques situations, surgissent toujours une lueur d'espoir. Goudou Goudou a également fait connaître des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires au sein de la communauté haïtienne. Des activistes sociaux, des artistes, des femmes vaillants entrepreneurs. Je salue le courage, la compassion et la solidarité que le peuple haïtien a fait montre pour soigner et aider des proches, des voisins, ou des inconnus au cours des jours sombres qui ont suivi ce jour fatidique. Au nom du gouvernement américain, nous vous disons Kembela, Palagé. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a également adressé un message de sympathie au peuple haïtien à l'occasion des 6 ans du séisme du 12 janvier 2010. Il a exprimé sa solidarité avec les Haïtiens ayant perdu des proches lors de cette catastrophe. Il a également honoré la mémoire de membres de la MINUSTAH victimes lors du séisme de 2010, soulignant que beaucoup d'Haïtiens continuent à faire face à de multiples défis liés au déplacement, à l'insécurité alimentaire et au manque d'accès à l'eau et à l'assainissement. Ban Ki-moon croit qu'Haïti continue d'avoir besoin de l'aide internationale. Il appelle par conséquent la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa reconstruction et sa marche en avant. Le candidat à la présidence sous la bannière de l'API a salué la mémoire des victimes de la catastrophe du 12 janvier 2010. Il a appelé les Haïtiens à cultiver les mêmes sentiments de solidarité et d'amour qui les caractérisaient après la tragédie. Il a invité les Haïtiens à faire front commun en vue de reconstruire une autre nation basée sur la tolérance et le pardon. Écoutons-le. Peuple haïtien, frère, sœur, jeudi 12 janvier 2016 là, marqué 6e anniversaire, il y a un événement qui était plus triste dans l'histoire nous-mêmes haïtiens comme peuple. Tremblement de terre Goudou Goudou, peut aller plus que 300 000 frères accès nous. L'autre fois encore, nous prenons coup sans songer. Ça qui la cause, nous toujours oublié pour qui raison nous porter marque. Après jour Madoulé 12 janvier c'est là, moi-même, Jude Célestin, même Jean avec un pile l'autre citoyen, moi j'étais bon côté nous dans la rue. M'a profité une fois encore pour me remercier tout employé CNE, jeunes femmes, jeunes garçons qui sans garder derrière, qui travaillent la journée ou la nuit pour te sauver en pile monde. Et puis éviter une autre catastrophe que maladie et épidémie t'est capotée. Côté yo t'es levé et enterré 298 413 frères accès. Moi t'es ouais solidarité. Moi t'es ouais remè. Et moi t'es espéré tant que tout haïtien conséquent que sentiment si la yo t'a prêté pour tout temps. Côté que enfin nous t'a centré ballon la paix à akinité pour un l'autre Haïti qui était blessé jouk nan zo. Mais, pas quoi trop tard. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Invitez-nous tous réfléchir. Méditer sur journée 12 janvier si là. Je dis à en songer par nous, proches nous, amis nous, mais surtout, on prend décision ensemble pour nous travailler, pour nous reconstruire notre nation. Côté nous toutes à accepter l'opinion d'une l'autre.
La candidate à la présidence du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, salue la mémoire des victimes du 12 janvier 2010. 6 ans après la catastrophe, Maryse Narcisse dit constater que la situation des déplacés n'est toujours pas améliorée. Elle dénonce également la bidonvillisation créée par le déplacement massif des sinistrés relogés à Canaan, nord de la capitale. Elle était au micro de journalistes Saint-Ilus et Samus David François. Janvier 2010, 12 janvier 2016, 6 ans après, nous pas qu'oublier. C'est le moment pour nous saluer mémoire aux victimes de tremblement de terre, mais tout pour nous saluer courage peuple haïtien qui joue ça, montrer l'esprit grandeur, pour manifester solidarité y'en a l'autre. Une fois de plus, l'histoire a montré que les Haïtiens ont su, quand il le fallait, aller au-delà de leurs différences et des frontières. 12 janvier 2016, 6 ans après le séisme, nous avons plus que jamais besoin de cette ouverture, de cette solidarité. La population haïtienne vit une situation de précarité. Les victimes du séisme ont été seulement déplacées vers Canaan, Jérusalem, Corail, Saint-Christophe pour créer le plus grand bidonville d'Haïti. La reconstruction tant attendue n'a pas été faite. Nous annonçons la tenue d'une foire médicale le samedi 16 janvier 2016 à la Fondation Dr Aristide pour la démocratie. Cette foire inclura une clinique mobile, des activités de sensibilisation sur l'assainissement et sur les moyens de se protéger en cas de tremblement de terre. 6 ans après la catastrophe du 12 janvier 2010, les citoyens habitant le camp de Delma 33 ne cessent de plaider en faveur de leur relocalisation. Ludmila Marc et Ephysien Mathieu ont effectué une visite dans ce camp lundi à l'approche de la commémoration du 6e anniversaire du tremblement de terre ayant dévasté Haïti. Retour sur leur reportage. 6 ans après, le décor n'a pas changé dans ce camp où se logent plus de 22 000 familles. L'insécurité et l'insalubrité sont deux problèmes majeurs que confrontent ces rescapés. Sur leur visage, on peut lire incertitude et désolation. Des tentes abîmées, des maisons de fortune faites de tôles rouillées représentant de piètres protections contre les intempéries, sans parler des effractions. Pour ces femmes, vivre dans ce camp, c'est s'exposer à toute éventualité. La pluie, les couleurs, puis vont inventer pour la couler. Bon, ici, elle n'est pas bon pour nous-mêmes. Ouais, moi, l'économie nous oblige là. Toi. Nous pas vivre bien. Nous pas vivre. La pluie a tombé, nous pas dormir, nous pas vivre normal même. Moi pas senti bien vivre, moi vivre en battante. Mais la pluie quand moi couler, gade parfois, je me lever matin, je une toilette ou bien me coucher, la pluie a mouillé. De quoi laisse penser à certains sinistrés vivant dans ce camp qu'ils n'ont aucune priorité aux yeux des décideurs. Contre toute espérance, ils espèrent que des mesures concrètes vont être prises à leur faveur. Nous avons levé nous parce que c'est pas bon là. Nous réussissons dans une situation qui fait nous arrêter la main. C'est pas rien ça. Eh bien, ça nous a dit si on est face au petit pays nous battre parce que nous pas moyen pour nous sortir pour pas nous-mêmes. Si a pleuvé nous dans fin mois, ou soit si a quitté nous font l'autre année puis on dit mettez toilettes disponibles pour nous. Toilettes là pas problème. Nous t'a souhaité les appeler nous, yo ban nous toute bagaille qui confortable pour nous vivre tant que c'est monde. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés ne cesse de dénoncer la situation précaire des sinistrés 6 ans après le tremblement de terre qui a dévasté le pays en 2010. Géralda Saint-Ville, responsable de communication et plaidoyer du GAR, déplore les différents programmes sociaux de l'administration au pouvoir ne répondent pas aux besoins réels des sinistrés. Pour dire l'État haïtien pour prendre bonnes mesures pour faire appliquer politique logement qui était dans le tiroir, pour élaborer un gros programme social logement pour familles qui pagent comme. L'Organisation internationale de la migration a indiqué que 92% de la population déplacée a quitté les camps d'hébergement en Haïti 4 ans après le 12 janvier 2010. À présent, environ 103 565 déplacés internes, soit 28 134 familles, vivent toujours dans 172 camps à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Exactement 6 ans après le séisme du 12 janvier 2010, plusieurs bâtiments publics ont été reconstruits selon les normes parasismiques et paracycloniques. D'autres sont en cours en construction et pour certains, rien n'est encore fait. Mais paradoxalement, aux constructions d'édifices publics antisismiques se développe la construction de maisons privées en toute anarchie, ce qui laisse penser plus d'un que la population n'a jusqu'ici pas tiré leçon du séisme dévastateur de janvier 2010. Reportage Pierre-Louis Cruvange et Maxo Joseph. Les quelques bâtiments publics construits après le séisme du 12 janvier 2010 respectent les normes parasismiques. Certains d'autres, tels que le ministère de l'Intérieur et du Commerce, peinent encore à être finalisés 6 ans après le cataclysme dévastateur de 2010. C'est l'unité de construction et de logement des bâtiments publics UCLBP qui gère ces ouvrages. Les chantiers marchent à pas de tortue. Certains devaient être inaugurés depuis l'année dernière. Compte tenu des nombreux dégâts enregistrés après le tremblement de terre, l'État haïtien a pris l'initiative d'élaborer un guide de construction moderne. Et comme pour montrer l'exemple, les autorités ont décidé de reconstruire de nouveaux édifices en respectant les normes parasismiques, ce qui évitera une nette diminution de pertes en vie humaine en cas d'éventuelles catastrophes naturelles du même genre. En 2013, l'UCLBP a présenté 14 projets de construction de bâtiments publics, dont celui du nouveau palais législatif. Ces derniers devaient s'achever à la fin du mandat de Martelly. Jusqu'à présent, les travaux ne sont pas encore lancés. Si les édifices publics construits après le séisme de 2010 semblent respecter les normes parasismiques, nombre de constructions privées post-séisme sont faites de manière anarchique, preuve que la population n'a tiré aucune leçon de ce qui s'était passé en janvier 2010. En 30 secondes, la secousse tellurique a dévasté la capitale haïtienne et d'autres villes avoisinantes. Mentionnons que la semaine dernière, plusieurs secousses ont été ressenties dans plusieurs départements du pays, ce qui rappelle qu'Haïti est toujours sous la menace d'éventuels tremblements de terre. Les constructions anarchiques gagnent en intensité à Port-au-Prince. Dans plusieurs endroits de la capitale, le développement de la mauvaise construction semble échapper au contrôle des décideurs dans un pays où la menace des catastrophes naturelles reste imminente. Suivez un reportage signé Wesley Antoine et Yvon Seyiti. De Morne-l'Hôpital passant par Ravine de Bourdon pour arriver au centre-ville, le panorama ne se diffère pas. Les constructions anarchiques progressent à pas de géant et semblent échapper au contrôle des autorités de l'État. Les dégâts causés par le séisme du 12 janvier 2010 n'inspirent aucune leçon, notamment à ceux-là qui construisent dans les bidonvilles de la capitale. Les actions tentées par l'administration au pouvoir pour attaquer au problème de la mauvaise construction, particulièrement à Port-au-Prince, se révèlent jusqu'ici insignifiantes. Alors que les mesures de restriction de maisons construites hors normes s'avèrent plus que jamais nécessaires dans un pays exposé aux catastrophes naturelles. Les menaces environnementales sont imminentes sans pour autant préoccuper la société. Les enjeux environnementaux devraient être l'une des priorités des futurs dirigeants du pays si l'on s'accroche à la formule « diriger c'est prévoir ». Haïti, élection à présent, le Conseil électoral provisoire décide de mettre en application toutes les recommandations de la Commission d'évaluation électorale indépendante, a déclaré lundi le président du CEP. Dans cette perspective, l'institution électorale commence déjà à réévaluer le personnel vacataire, la révision de son système de supervision au sein du centre de tabulation. De telles mesures permettront d'opérer les corrections nécessaires à la poursuite du processus électoral, a expliqué Pierre-Louis Aupon. On l'écoute au micro de Pierre-Louis Cruvange et Maxo Joseph. Maintenant, nous prenons engagement là de manière solennelle. CEP a dit que les recommandations de la commission il est engagé à respecter ensemble de recommandations que la commission fait. La déclaration, ça me fait, je ne vais pas faire mon nom propre, je vais faire au nom du conseil. Parce que nous réunissons en plénière l'ensemble des conseillers là et nous travaillons pendant toute semaine avec les techniciens pour ne pas faire une déclaration politique ou bien une déclaration à l'emporte-pièce suite à la commission. Mais nous prenons pour nous garder, pour nous scruter la machine, pour nous parler à techniciens. Pour nous, qui qualité d'engagement nous avons et qui degré d'engagement nous avons par rapport à la recommandation de la commission. Et ça fait nous prendre la parole avant pour nous opiner sur qui ça m'a fait. Mais je dis à nos mesures de dire que nous avons respecté
totalité des recommandations de la commission, parce que c'est des recommandations qui effectivement permettent nous soit corriger des barrières qui étaient dans le deuxième tour là, soit améliorer tout simplement avec des innovations troisième tour là, même j'en ai fait pour tout 25 octobre là, après premier tour 9 août là. Et à partir du 1er février, le nom du prochain président d'Haïti sera connu, garantit le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon. Entre-temps, il confirme que toutes les dispositions sont déjà prises afin d'avoir un second tour très bien organisé le 24 janvier prochain. Tout est pratiquement prêt pour les élections du 24 janvier prochain au point de vue sécurité, selon le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Monsler Georges a par ailleurs fait savoir que 2 journées de formation seront organisées ce week-end à l'intention des superviseurs. Monsler Georges était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seiti. M'a dit tout que dans le week-end déjà conseiller à partir, il y en région pour que y a superviser séance de formation qu'a faite pour superviseur. Parce que là, nous voulons assurer que le message qui est à grand formateur, qui a même un mandat pour former superviseur, c'est le même message à transmettre pour que le superviseur, là, au fin de premier message, il est capable de transmettre by MBVO parce que son chaîne liée, c'est une formation qui fait en cascade. Donc, si le message que le grand formateur prend, il ne peut pas bien transmettre les superviseurs. Donc, il est évident que les superviseurs, eux-mêmes, ils ne peuvent pas transmettre les MBVO. Laisse ça, résultat, nous escomptés, nous ne pouvons pas joindre. Et, j'en nous connais, toute élection, il traduit en dans le procès verbal que membre BV a rédigé. Nous sommes capables de dire à la presse, à tout électeur, à tout public là, que, effectivement, sous question de sécurité, nous prêts, la police bonne garantie que lui-même, lui prêt, tout ça a besoin pour que li fait élection 24 janvier, toute bagaille nan men déjà, donc li rete l'aptan joie pour que d'ailleurs depuis semaine à partir de mercredi déjà gagné des policiers qui a quitté Port-au-Prince pour aller renforcer le département. Donc toute bagaille fin prêt pour sous plan sécurité. Parlons élection toujours. Le candidat à la présidence, Dieu seul Simon Dera, informe avoir sommé le CEP par une mise en demeure pour avoir violé le décret dans ses articles 33 et 138.1 en ce qui concerne des listes électorales. Selon les articles précités, les listes électorales doivent être affichées dans les beds et les becs au moins 30 jours avant la tenue du scrutin. Tel n'est pas le cas pour les élections du 24 janvier prochain, fait remarquer Simon Dieusseul Dera, précisant que cette sommation prend en compte uniquement la commune de Sodo. Suivez ces déclarations au micro de Wendy Henry. Environ 73 constats même. Même mettez une, choisi la carmé, côté me fait là, côté me voter à tout. Constat juge de paix Sodo qui montrait le 13 janvier, pas de liste de vote, pas de liste MBV qui affichée. Et bien, sous base ça, je somme KEP pour me demander, comme le président a convoqué nous le 6 pour le 24, il fait 24 moins 6, il a 18 jours. Est-ce que vous avez 18 jours là-dedans? Je ne sais pas. Et 18 par exemple, est égal à 30. Et comme il fait constat le 13, il fait 24 janvier, moins 13 janvier, il a 11 jours. Je ne connais pas comment moi 11 jours là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a en pleine violation de l'article 33 et l'article 138-1 décret électoral là. Mais font une sommation qui sont en mise en demeure à KEP, à l'État haïtien, à président de la République, là, à Sénat de la République, à Cour des comptes. Moi, je fais la Cour des comptes parce que la Cour des comptes, c'est lui pour autoriser et engager fonds l'État dans un acte manifestement illégal. Donc, mise en demeure, son mise en garde qui montre que même tout passif devant la haute cour de justice pour prendre responsabilité. Mais si le Sénat sommation ça, c'est parce que je connais le Sénat aujourd'hui. Que nous considérons comme le dernier rempart de la démocratie. Donc le Sénat a un rôle pour jouer. Qui rôle il a pour jouer? Le Sénat, c'est lui qui va gagner pour demander aux députés de mettre en accusation Mounsayo pour crime de haute trahison, y compris le président de la République qui signe un arrêté présidentiel alors que son acte manifestement illégal. Le conseiller électoral Vijonnet Desméraud jette l'éponge vendredi. Dans une lettre adressée au président de la République, le représentant du secteur protestant au CEP déclare qu'il a pris cette décision pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il a par ailleurs souligné qu'il rentrera dans ses activités premières avec le cœur net et l'âme tranquille de citoyen qui a servi sa patrie avec honneur et dignité.
À moins de 2 semaines avant la tenue du second tour des élections présidentielles, législatives partielles ainsi que les municipales et locales, les avis divergent autour de la tenue de ces joutes. Certains citoyens de la capitale se montrent positifs quant à l'organisation de ces élections prévues au 24 janvier prochain. D'autres se montrent négatifs. Pierre-Louis Cruvange et Max Joseph étaient dans les rues de Port-au-Prince. Suivez leur reportage. Si le Conseil électoral provisoire se dit techniquement prêt pour les élections du 24 janvier prochain, certains citoyens de la capitale, interrogés sur la question, pensent totalement le contraire. Aucune élection n'est possible avec ce CEP qui n'inspire guère confiance, estiment certains. Élection 24 janvier, il n'est pas bon pays, la mener pays en plus crise. Élection pas possible avec KPSA. Jeudi à 13 janvier, à 11 jours, c'est très difficile pour l'élection en fait. On va dire impossible. D'autres jugent anormal d'annuler des élections qui ont coûté une fortune à la nation ainsi qu'à ses partenaires. Ces derniers optent de préférence pour un deuxième tour mieux organisé que le premier. Sécurité pour le gouvernement, mettez, et puis tout d'abord, les gens qui créent des ordres, pour les mettre au sommet. Parce que le pays n'est pas pour le monde, il n'est pas pour le gouvernement, il n'est pas pour l'opposition. C'est pour tout Haïtien, et c'est le moyen pour Haïti avancer. Plusieurs dirigeants politiques dans le pays digèrent mal les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle du 25 octobre 2015, mettant aux prises le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, et celui de la paix, Jude Célestin. Comme alternative, des responsables politiques proposent l'instauration de gouvernements de transition, proposition que ne partagent pas certains citoyens de Port-au-Prince. Négatif. On a fait transition même. Et élection supposée faite. Il faut que l'élection soit faite normalement pour que le pays a débloqué, pas arrêter dans la situation négative que le pays a et janvier. Malgré la méfiance exprimée par plusieurs acteurs politiques haïtiens concernant le processus électoral, le scepticisme d'autres quant à la tenue du second tour de la présidentielle, des législatives partielles ainsi que des élections municipales et locales le 24 janvier prochain, la machine électorale semble déjà démarrer. Depuis le début de cette semaine, le CEP procède à la distribution des matériels sensibles et non sensibles dans les différents départements du pays. Ce mercredi, le directeur exécutif de l'institution électorale annonce que les formations pour le personnel vacataire ont déjà commencé. C'est le 10 janvier 2016 que s'est tenue au Parlement haïtien la séance de la validation de 92 nouveaux députés qui feront partie de la 50e législature. Un bureau d'âge constitué du député le plus âgé, Jean Gavy et Charles, et de 2 plus jeunes députés, Franck Lauture et Kétel Jean-Philippe de Jacmel, a réalisé cette séance. Des commissions constituées ont validé successivement par groupe de 10 les pouvoirs de chacun des nouveaux députés. 92 nouveaux députés doivent entrer en fonction ce 11 janvier 2016, date constitutionnellement prévue pour la rentrée parlementaire. Direction le Parlement toujours, le Sénat de la République a procédé lundi à la validation des pouvoirs et prestations de serment des nouveaux sénateurs élus qui sont au nombre de 14. Des sénateurs ont failli laisser leur peau lors de cette cérémonie. Reportage Wesley Antoine et Yvon Seïd. Cette cérémonie de validation a surtout été marquée par la difficulté rencontrée par 2 nouveaux sénateurs élus, Yuri Latortue de l'Artibonite et Jean-Renel Senatus du département de l'Ouest, à voir leur pouvoir validé. Les 2 commissions chargées d'analyser les dossiers des sénateurs nouvellement élus se sont fusionnées pour produire un seul rapport, exigeant au bureau d'âge de surseoir sur la validation de ces 2 sénateurs fraîchement élus. La commission recommande de surseoir à la validation de ces 2 élus en attendant que le CEP soit invité à venir clarifier la méthode de calcul utilisée pour déterminer le pourcentage de ces 2 élus. Après plusieurs heures de discussion sur la recommandation de la commission, les pouvoirs des 2 sénateurs en question a finalement été validé en même temps que les 2 autres suite à une proposition du sénateur Jocelyn Privert. Moi, c'est monté pour me faire travail protéger droit peuple là. Avec travail obéir constitution, j'en dois faire là. Moi sermenté pour me faire travail protéger droit peuple là. Avec travail obéir constitution, j'en dois faire là. Après leur validation et prestation de serment, Yuri Latortue et Jean-Renel Senatus ont déclaré ne voir aucun fondement dans la recommandation de la commission de validation à leur rencontre. Le règlement intérieur a dit qui ça pour me gagner dans le dossier.
Yo pas dit pour me débattre décision de justice, yo pas dit tout que commission a un mandat pour le demander bureau à joindre CEP etc. Moi que derrière toute manœuvre ça yo, te gagné des intérêts électoraux. Nous connaissons sénateur la tortue candidat. Eh bien, moi je pense qu'il y avait des manœuvres déloyales. Le Sénat de la République compte désormais 24 sénateurs. La séance pour la formation du bureau du Sénat se fera jeudi prochain avant de fixer la date pour la tenue de l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont procédé jeudi à la formation d'un nouveau bureau au Sénat de la République suite à une élection. Lequel bureau est composé de Jocelyn Privert, président, Ronald Larèche, vice-président, Carlos Lebon, questeur, Lucas Saint-Ville, premier secrétaire et Steven Benoît, deuxième secrétaire. Dans son discours de circonstance, le président du Sénat promet que le grand corps sera à la hauteur de sa tâche. Jocelyn Privert était au micro de Wesley Antoine et Yvon Séhité. Le Sénat sous ma gouverne, sous cette présidence que j'ai eue avec ses collègues, va continuer à mener cette lourde responsabilité d'être le gardien de la démocratie. Mes chers collègues, tant de la Constitution qu'à travers l'élection de chacun d'entre nous, le peuple haïtien veut asseoir la stabilité politique. La stabilité des institutions républicaines et le Sénat, comme dans toute l'histoire de l'humanité, est le dernier rempart de la démocratie. J'ai dit le dernier rempart. J'aimerais insister sur les défis qui nous attendent et qui doivent nous interpeller. La mise sur pied du Conseil électoral permanent, la mise sur pied du Conseil constitutionnel, la mise sur pied d'un organisme appelé à réguler l'enseignement supérieur et pourquoi pas la nécessité de doter les collectivités territoriales, base de notre décentralisation, de nouveaux cadres légaux. Le renforcement des mécanismes de contrôle des dépenses publiques afin de garantir une gestion saine et transparente des derniers publics. L'identification et la prise en charge des ressources stratégiques du patrimoine national et la formation d'un organe permanent ou institution capable de recevoir les plaintes et doléances de nos concitoyens. Mes chers collègues sénateurs, au nom du Sénat tout entier, au nom de chaque sénateur de la République, je vous invite tous et chacun de vous à une réflexion intérieure et approfondie sur nous-mêmes, sur notre mission et sur le sens élevé de l'État, et cela par rapport au Parlement et au Sénat. Je lance donc un appel à chacun de vous pour que nous puissions, dans l'unité retrouvée, dans l'esprit du corps, dans notre appartenance à une seule institution, pouvoir relever les défis qui se présentent à nous. Le Premier ministre haïtien Evans Paul s'est réjoui de la rentrée parlementaire le 11 janvier 2016 dernier, selon une note de la primature. Cette rentrée parlementaire marque une étape significative à l'aboutissement du processus électoral en cours, destiné à doter le pays d'autorités légitimes chargées de répondre aux principales revendications du peuple haïtien pour mieux vivre ensemble, poursuit la note. Selon le chef du gouvernement, les élections prévues pour le 24 janvier prochain devront permettre d'assurer l'investiture d'un président légitimement élu le 7 février prochain, lit-on dans la note. Dans une note datée du 11 janvier 2016, le G8 dénonce la prestation de serment d'une partie de la 50e législature et l'interprète comme un acte susceptible de compliquer davantage toute recherche de solutions à la crise née des élections de 2015. Le G8 écrit que cette validation a été faite en violation de la Constitution, de la loi et du décret électoral et condamne le comportement des acteurs nationaux qui, assurés du support de l'international trop attaché à la défense de ses seuls intérêts, ne cessent de multiplier les actes antidémocratiques, antinationaux et anti-peuples qui risquent de plonger le pays dans la violence, l'anarchie et le chaos, lit-on dans la note. La rentrée parlementaire effectuée ce lundi ne garantit pas que le Conseil électoral provisoire continue de jouir de la confiance de la population dans son entièreté. Position exprimée par le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Pierre Espérance demeure convaincu que seul un vrai dialogue entre tous les acteurs peut amener à l'aboutissement du processus électoral. Ces propos ont été recueillis par Pierre-Louis Cruvange et Maxo Joseph. Rentrée parlement pas changé rien dans crise post-électorale. Rentrer par Parlement par une garantie, on sort de qui aime la crédibilité ou bien renforcer CEP, renforcer le gouvernement. Il est clair que aujourd'hui, l'élection présidentielle n'a une impasse et nous avons une crise post-électorale. Donc, il faut qu'il y ait un bagage qui fait dans ce sens-là
pour et problème ça à résoudre parce que on CEP qui ont un déficit de crédibilité. Donc si CEP a pas si pas des problèmes qui résoudent, des monde qui impliqués dans prendre l'argent dans mes candidats et n'a fait fraude dans le processus électoral là, donc situation va pas améliorer. C'est pas le Parlement qui va l'améliorer et situation que CEP a eu, je ne veux dire. À présent, restez branchés Télésignal, plus d'infos à venir. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont présenté ce mardi le projet de reconstruction du nouveau bâtiment du MENF. Selon le plan, le nouveau bâtiment s'étendra sur 8000 mètres carrés et comprendra 4 niveaux. L'objectif de ce projet de construction, qui devra être prêt d'ici la prochaine rentrée académique 2016-2017, est de mieux servir la population. Tour à tour, le ministre Nesmi Maniga et l'architecte William Kenel-Pierre au micro de Jasmin Denis. Dans moins que 2 ans, employé ministère de l'Éducation nationale pour que ils aient un meilleur traitement pour eux-mêmes, mais pour qui ça? C'est pour qu'ils soient capables de mieux servir la communauté. Bâtiment, ça a son vision dans l'autre l'État, son vision de service public, son vision de service aux usagers. Nous tous qui là, nous comptons témoins qui j'ai malheureusement ministère recevoir directeur de l'école, recevoir professeur de l'école, recevoir élèves, recevoir tout le monde qui est dans la communauté éducative là, qui pas dans bonnes conditions. Ça, c'est par le terrain aura 3 accès fondamentaux. Ça, c'est l'accès par la rue Odin au bas, qui nous permettra d'arriver à un premier niveau. On aura qui est le sous-sol, où on aura un parking pour 88 véhicules. Et une circulation pour ressortir par devant. On peut avancer avec le salle en d'autres temps pour ne pas trop. Exactement. Là, c'est une vue de la pénétration par le bas. On peut avancer rapidement avec la slide pour qu'on puisse voir tout le bâtiment. Et c'est un bâtiment à 4 niveaux. Le sous-sol est le parking. Le premier, on a en tout 8000 mètres carrés de construction. Le projet de reconstruction du nouveau bâtiment du ministère de l'Éducation nationale a été lancé sous le haut patronage du président de la République. Le chef de l'État, Michel Martelly, en a profité pour vanter les différentes réalisations de son administration. Le président Martelly a cité en exemple la reconstruction de l'aéroport Toussaint-Louverture, le renforcement de la PNH. Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Là, on prend une réalisation. Madame, si vous n'avez pas commencé à numérer chaque ben nous fait, l'État prend presque 5 ans. Nous avons tout pays, nous avons tout coin, tout raccoin. Je ne vais pas dire tout raccoin, il y a des projets de 10-15 millions. Mais tout côté dans le pays, nous entreprenons là. Nous devons faire ressentir nous. Nous devons faire jeunesse là, qu'on ait une autre dynamique par rapport à ce qui est là avant. Et c'est ça qui est l'idée nous. L'idée nous va venir gagner pouvoir. Nous allons faire fraude. Nous faisons campagne. Nous allons faire fraude. Nous faisons campagne pour nos candidats. Nous ne pas faire fraude. Nous choisissons pas faire fraude. Nous sommes manqués victimes du problème fraude là. Et les fini nous venons pour nous changer d'ailleurs. Donc, je remercie tout le monde qui est là ou qui n'est pas là, qui t'a servi sous madame. Je dis merci que vous permettez nous de payer l'autre espoir. Je dis à les gens qui parlent à l'étranger, mais chaque monde fait un pied dans l'aéroport seulement où il y a des changements qui sont faits en Haïti. Les gens qui ne connaissent pas, qui attendent, les gens qui disent ou bien les gens qui ont des mauvaises informations.
douter de l'effort que nous faisons en Haïti. 14 centres de formation ont été construits, 8 autres ont été réhabilités, ainsi que 2 inspectorats. Bilan des activités du bureau du secrétaire d'État à la formation professionnelle de 2011 à janvier 2016, dressé ce lundi par la titulaire de cette institution. Marina Goug a ajouté qu'un avant-projet de loi sur la formation professionnelle a été déposé à la 49e législature. Marina Goug était au micro de Samus David François. Au niveau de l'infrastructure, tout d'abord, nous avons plusieurs centres qui existaient déjà, que nous reconstruisons et que nous réhabilitons. Nous avons l'école professionnelle des Gonaïves, École nationale technique de Port-de-Paix, École professionnelle de Fort-Liberté, École professionnelle Fondation Vincent au Cap-Haïtien, Centre polyvalent de Carrefour, il y a 4 ateliers qui étaient réhabilités là-dedans, Centre professionnel des Cailles, École professionnelle du Cap-Haïtien et École professionnelle de Jérémie. Donc là, nous avons 8 centres qui reconstruits et qui réhabilités. Nous avons reconstruit tous 2 inspectorats. Inspectorat dans le nord, qui est situé au Cap-Haïtien, et inspectorat de la Grandance à Jérémie. Nous avons un nouveau centre qui construit, qui n'a pas existé et qui construit pendant la période ça. Nous avons atelier école de Petit Gouave, nous avons école professionnelle de Milo, Pignon, Miragouane, Mirbalais, Côte de Fer et une nouvelle école tout dans WAF de Jérémie, dans le projet de développement qui est dans WAF de Jérémie. Actuellement, dans le centre qui est en construction, nous avons Pétionville, école professionnelle de Mayotte qui est en construction, qui a 30% des travaux. Nous faisons lancer école professionnelle de Jacmel et école professionnelle de Trou du Nord. Toujours dans le domaine infrastructure, nous avons 4 nouveaux centres que études techniques en cours qui vont lancer bientôt. École professionnelle de Kinskoff, école professionnelle de Hinche, centre d'apprentissage de Saint-Martin et nous avons extension dans le centre polyvalent de Carrefour. Autre nouvelle, présentation ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la liste de 17 400 établissements scolaires composant la cartographie relocalisée des institutions scolaires identifiées et reconnues par le ministère. L'initiative tend à renforcer les institutions scolaires à appliquer les mesures relatives aux conditions administratives, sanitaires, pédagogiques et environnementales, a expliqué le ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga. On l'écoute au micro de Pierre-Louis Cruvange et Samus David François. Le ministère a gagné photo toute l'école. Il connaît données physiques toute l'école. Nous connaissons effectifs, nous connaissons données sous direction de l'école là, et le ministère est en mesure de mieux accompagner toute l'école. Donc, carte d'identité établissement ça, c'est lui-même et lui-même seulement que le ministère reconnaît pour toute transaction que l'école là a fait avec autorité, avec ministère. C'est important parce que ça permet que, à partir de Connière, que aucun monde qui pas sous cartographie géolocalisée ça que nous présentons matin, qui pas identifié et recensé que nous avons un numéro à travers carte d'identité d'établissement ça, ou pas capable de décider quoi ouvrir en l'école, que c'est préscolaire, que c'est fondamental, que c'est secondaire, que c'est professionnel. C'est pour ça, sous site ministère là, nous invitons tout le monde, nous capables à visiter cartographie ça, parce que toute l'école qui a une carte d'identité d'établissement ou bien que nous pouvons distribuer carte ça, il existe, tout le monde qui a accès, le cliquer sur ce site là, qui côté à qui ça ressemble, qui est-ce qui est directeur de l'école ou directrice de l'école là, qui est effectif et à l'avenir. C'est ça qui va permettre que nous fassions accompagnement pour que nous respections plus toujours normes administratives, normes pédagogiques, normes sanitaires, normes environnementales. Et ça, c'est parce que la société, le pays a demandé toute autorité changer le visage de l'école là pour nouvelle génération. La 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États des Caraïbes, AEC, se déroulera les 18 et 19 janvier 2016 à Port-au-Prince, annonce le ministère de la Communication sur son site internet. C'est le ministre haïtien des Affaires étrangères et des cultes, Léonard Renaud, président aussi de l'association, qui ouvrira les travaux.
Ministres et chefs de délégation discuteront en profondeur des conclusions et recommandations issues du colloque et prendront des décisions conjointes pour poursuivre du renforcement de la protection et la préservation de la mer des Caraïbes. Autre information, le gouvernement haïtien, dans une note de presse datée du mardi 12 janvier 2016, a informé avoir revu à la baisse les prix des produits pétroliers sur le marché local. 6 gouttes ont été déduites du prix de la gasoline et 8 gouttes des prix du gazoil et du kérosène. Une décision qui vise à satisfaire les revendications des syndicats de transport. Quelle est l'appréciation des chauffeurs de transport en commun de la capitale? Rencontrés par la rédaction de Télésignal. Réponse dans ce reportage de Ludmilla Marc et Wendy Henry. La décision prise par le gouvernement de réviser à la baisse les prix des produits pétroliers sur le marché local est très bien accueillie par certains chauffeurs de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cependant, ils soulignent que le problème du carburant en Haïti est loin d'être résolu. Moi, je trouve que ça gouvernement fait aller bon, mais dans hauteur que gaz daté, il a dû retirer plus. Parce que nouvelle ça va faire ni chaud ni frais. 10 gouttes là retiré et continue dans le banc que vous fait non. Il a commencé même dans mes pour fini. Bon, gens que dit bah c'est un plus gros bagage que ça non parce que automatiquement les gaz en descendant, il va me descendre vraiment. Est-ce qu'on voit et cool monter, toujours monter là. Mais puisque retirer 6 gouttes, nous content. Même s'ils n'expriment pas à 100% leur satisfaction face à cette décision des autorités visant à satisfaire les revendications des syndicats de transport et d'autres secteurs de la vie nationale, ces chauffeurs l'accueillent favorablement, souhaitent que les décideurs fassent de même pour les produits de première nécessité. À chaque moment, si on tient un petit bagage, sous farine, on tient un bagage, sous riz, on tient un bagage, on l'autre bagage, un petit boisson, là va encore mieux. Mais gaz là, c'est un premier élément important pour faire payer à marcher. Le gouvernement a dû faire un champ pour retirer plus de cob, jusqu'à capable d'améliorer malheureux. Parce que des jours en jour, c'est monté à monter. Parce que le gaz là, c'est lui-même qui centrale vie en population. Et ça va faire beaucoup de travail là ça. Parce que la population a souffert longtemps. Parce que ils ont voté pour la peine en vente. Et puis au lieu de ça, c'est chômage, plus chômage. Le président de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti a souligné que le gouvernement a répondu à l'appel de son association en prenant une telle initiative. Il demande par ailleurs au ministère des Affaires sociales de fixer le prix des différents circuits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas satisfaits à 100%, non, mais par rapport à la conjoncture, par rapport à la situation pays, l'État, nous n'avons déjà pas de moyens, mais si ça retire, nous supportons toujours, mais automatiquement nous pensons que les lois entrent en vigueur tout bon, laisse ça, il faut tenir compte des prix gaz avant l'autre bois par rapport à prix pour le vendre. Il faut souligner que cette mesure gouvernementale tient compte de la chute du prix du baril de pétrole sur le marché international, passant de $60 en juin 2015 à $31 en janvier 2016. Lancement ce jeudi de la 2e édition du concours Combit Reboisement organisé par Total Haïti. Ce concours vise à encourager le reboisement dans le pays en récompensant les projets relatifs permettant aux personnes concernées de vivre des revenus de leur agroforesterie. Les inscriptions pour ce concours débutent ce jeudi et prendront fin le 29 février prochain. 5 millions de gourdes seront partagées entre les gagnants. Les précisions du directeur général de Total Haïti au micro de Wesley Antoine et Yvon Séniti. Le but de ce concours, c'est de récompenser les meilleurs projets de reforestation qui ont permis aux personnes impliquées de gagner de l'argent grâce aux arbres qu'ils ont plantés pour produire du bois de construction, du charbon de bois, des fruits, afin de leur donner une notoriété qui leur permettra de faciliter leur développement. En 2015, plus de 450 projets ont participé au concours. Nous en avons sélectionné 100. Les 100 projets qui ont été sélectionnés ont tous été vérifiés sur le terrain avec notre agronome et les élèves des facultés d'agronomie. Et nous avons partagé 4 millions de gourdes entre les 14 gagnants sous forme de chèques leur permettant d'acquérir des outils et du matériel d'irrigation. En 2016,
2016, nous partagerons 5 millions de gourdes entre les 15 gagnants. Les inscriptions débutent officiellement aujourd'hui et se termineront à la fin du mois de février. Et je profite de cette réunion devant vous, messieurs les médias, pour remercier nos sponsors, parce que ce concours ne peut exister que si on est ensemble à joindre nos efforts. L'ensemble des sommes récoltées par nos sponsors vont intégralement pour le paiement des primes aux gagnants. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé publique confirme la présence de la fièvre Zika dans le pays. Des spécimens ont été envoyés au laboratoire caribéen Public If et JNC Carfa, basé à Trinidad, où 11 nouveaux spécimens de sang, dont 5 se sont révélés positifs par la méthode RT-PCR le 14 janvier 2016. Parmi les cas confirmés, 4 provenaient de la commune de Delma et l'autre de la commune de Pétionville. La fièvre Zika peut être asymptomatique ou caractérisée cliniquement, notamment par une fièvre modérée, des maux de tête, des éruptions cutanées avec démangeaisons et douleurs des articulations. Jusqu'à présent, le MSPP n'a fait cas d'aucune perte en vie humaine. Les mesures de prévention sont les mêmes que celles du chikungunya. Un mot de culture à présent. Lancement ce jeudi à Port-au-Prince de la 10e édition du Festival international de jazz en Haïti. Plus de 10 pays, dont le Canada, la France et l'Allemagne, seront représentés à ce grand événement musical dont l'objectif est de promouvoir le développement du jazz créole. Reportage Pierre-Luc Couvange et Max Joseph. Des teneurs du jazz de 15 pays différents pour plus de 30 prestations live sur 10 scènes différentes, la 10e édition du Festival international de jazz promet d'être exceptionnelle cette année pour les amants de la musique classique. Le début des festivités se fera le 22 janvier à un hôtel de la capitale avec comme star à l'honneur la brésilienne Eliane Elias. Joël Oudmayer, l'un des initiateurs de ce festival annuel, présente les noms des autres artistes retenus pour ce rendez-vous culturel. Pour l'ouverture du festival, on aura Asian All-Star Jazz, bientôt un groupe qui est les 1688 de collectif, c'est Capsoti Barbade. Nous avons Jababa qui est un artiste béninois et nigérien qui est un mélange. Anessan fait un pile collaboration. Nous avons Jeremy Jones qui est un Canadien. Monsieur c'est un bassiste de jazz professionnel, guitariste. La programmation sera diversifiée cette année. À la Focale, des artistes étrangers organiseront des ateliers quotidiennement sur l'origine du jazz. Une grande conférence sera aussi tenue à Kai Musicla le 25 janvier sur l'impact d'Haïti sur cette tendance afro-américaine. Tout cela s'inscrit dans l'unique objectif de combler les attentes des participants. On espère vraiment que le public va saisir cette opportunité de prendre un peu de bon temps. Je crois que nous en avons tous besoin. Ce festival est supporté par plusieurs ambassades, dont celle des États-Unis, du Canada, de la France et de la Suisse. Le représentant du Canada explique que son pays se plaît de soutenir ces genres d'activités qui permettront de présenter la richesse de la diversité culturelle haïtienne au monde entier. Même argument pour les autres représentants de pays supporters. Ici, nous sommes fortunés de compter sur ce festival pour constater et célébrer la profondeur des liens entre nos sociétés. Nous croyons fermement que le Festival international de jazz de Port-au-Prince constitue un apport original à la richesse du milieu culturel et économique en Haïti. Haïti sera à l'honneur à cette 10e édition. Emeline Michel, Hérole Josué et Renette Désir font partie des artistes qui représenteront Haïti à cet événement. Les festivités qui devaient débuter le 23 pour prendre fin le 30 janvier s'ouvriront de préférence le 22 de ce mois. Une pause de 2 jours sera observée, soit les 23 et 24, en raison des élections du 24 janvier, pour redémarrer le 25. Lors du lancement de ce festival, la Fondation Haïti Jazz invite le public à venir faire une expérience à nul autre pareil cette année. Maman boyen baiser café, on arrive à moi sous portail, yon gendarme arrêtez moi. Un
coup d'œil à l'étranger à présent. Le président Barack Obama a prononcé son ultime discours mardi 12 janvier 2016 devant le Congrès américain avant la fin de son mandat. Les déclarations étaient basées sur les enjeux mondiaux. Il a évoqué la question des turbulences économiques et la menace du groupe État islamique tout en déplorant les déclarations de l'EI selon lesquelles le monde serait engagé dans la Troisième Guerre mondiale. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. La politique étrangère américaine a une priorité, faire face aux menaces que représentent Daesh et Al-Qaïda. Mais elle ne se résume pas à cela, a déclaré le président Barack Obama lors de son discours annuel devant le Congrès américain. Il a défendu sa stratégie, à savoir bâtir de larges coalitions pour faire face aux menaces de ce monde. Si ce Congrès est sérieux sur le fait de gagner la guerre et s'il veut envoyer un message à nos troupes et au monde, eh bien qu'il autorise finalement l'usage de la force militaire contre État islamique. Qu'il vote. Mais le peuple américain devrait savoir qu'avec ou sans action du Congrès, État islamique apprendra les mêmes leçons que d'autres terroristes avant eux. Si vous doutez de la détermination de l'Amérique ou de la mienne pour que justice soit faite, demandez à Oussama Ben Laden. Sur des questions d'intérêt mondial, nous allons mobiliser le monde pour travailler avec nous. C'est pourquoi nous avons construit une coalition globale avec des sanctions et de la diplomatie pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et alors que nous parlons, l'Iran a fait marche arrière sur son programme nucléaire, a réduit son stock d'uranium et le monde a évité une autre guerre. En 2015, les États-Unis et Cuba ont également rétabli leurs relations diplomatiques grâce à l'approche de l'administration Obama, plus pragmatique que celle de ses prédécesseurs. Et le président a réitéré sa vieille promesse sur Guantanamo, la base américaine de l'île. 50 ans passés à isoler Cuba n'ont pas réussi à promouvoir la démocratie et nous ont fait reculer en Amérique latine. Vous voulez renforcer notre leadership et notre crédibilité sur le continent? Admettez que la guerre froide est finie, levez l'embargo. Je continuerai à m'efforcer de fermer la prison de Guantanamo. Elle coûte cher, elle est inutile et elle n'est qu'un tract de recrutement pour nos ennemis. Concernant le réchauffement climatique, Barack Obama a défendu la transition énergétique scientifiquement et économiquement pertinente. Il a fait allusion à l'accord de la COP21 à Paris en décembre. Si quelqu'un veut encore contester les données scientifiques autour du changement climatique, qu'il le fasse. Mais il sera probablement très seul, parce qu'il devra débattre avec nos militaires, avec la plupart des chefs d'entreprise américains, la majorité du peuple américain, presque toute la communauté scientifique et 200 nations dans le monde, qui sont d'accord pour dire que c'est un problème et qu'il faut le résoudre. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Commémoration ce 12 janvier du 6e anniversaire du séisme dévastateur de janvier 2010 en Haïti. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au mémorial de Saint-Christophe à Titanien en hommage aux victimes de la catastrophe. 92 nouveaux députés faisant partie de la 50e législature sont entrés en fonction ce 10 janvier 2016. 14 sénateurs ont prêté serment le 11. L'Assemblée des sénateurs a élu un nouveau bureau présidé par Jocelyn Privert. Haïti accueille les 18 et 19 janvier 2016 la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États des Caraïbes. Les discussions permettront de prendre des mesures de renforcement pour la protection et la préservation de la mer des Caraïbes. La fièvre Zika est bien présente en Haïti. 5 cas testés au laboratoire se révèlent positifs. Le ministère de la Santé publique recommande l'application des mêmes mesures de prévention que celles du chikungunya. Baisse des prix de l'essence à la pompe sur le marché local. 6 gourdes ont été déduites du prix de la gasoline et 8 gourdes des prix du gazoil et du kérosène, annonce ce mercredi le gouvernement via les ministères de l'économie et du commerce. Autre point de l'actualité à l'étranger, ultime discours mardi 12 janvier du président américain Barack Obama devant le Congrès. Il a axé son intervention sur les enjeux mondiaux, notamment les turbulences économiques et la menace du groupe État islamique. Voilà qui met fin à 56 minutes synthèse. Merci de votre fidélité.